Bonjour, je suis Marion Milbank et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, je reçois Jean Buet. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes entré dans le groupe il y a 9 ans pour prendre la direction du data center de Chartres à son ouverture. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité opérationnelle de l'ensemble des data centers CAGIP, Gradignan, Clichy, Marcoussis et Chartres. Et vous êtes aussi un passionné de voyage et de photos. C'est bien ça. Jean, je suis ravie de pouvoir vous interroger parce qu'on a tous une idée de ce qu'est un data center, mais en vrai, à part des images de racks de serveurs et de câbles, ça reste encore un peu mystérieux. À quoi ça ressemble en vrai un data center comme Greenfield? Alors il faut voir un data center un peu comme une usine. Greenfield, par exemple, c'est 28 000 m² de bâtiment pour, j'ai envie de dire, seulement 6 000 m² de serveurs. Parce que effectivement, pour assurer toute la redondance et tout le bon fonctionnement de ces serveurs, il y a toute une infrastructure qu'il faut mettre en place autour. À Greenfield, par exemple, on a 12 000 machines, ce qui génère environ 80 emplois directs. Mais surtout, on ne s'arrête jamais. On n'a pas le droit de s'arrêter, comme on pourrait l'imaginer même sur une centrale nucléaire ou un porte-avions. Nous, on ne pourra s'arrêter que quand on décommissionnera le site dans une trentaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous raconter et nous expliquer à quoi vous passez vos journées à Greenfield? Globalement, sur Greenfield, on peut considérer qu'on a vraiment trois métiers. Le premier, celui qui consiste à assurer la sécurité de l'ensemble de nos machines, des machines hébergées. Un autre métier qui va s'occuper du bien-être des serveurs, donc de la qualité du refroidissement, de la qualité de l'électricité pour les alimenter, etc. Et puis le troisième métier qui va être la partie émergée de l'iceberg, qui est vraiment l'interface avec les clients. Donc gérer les demandes des clients qui nous confient leurs machines, les aider dans la résolution de leurs incidents, les assister et être auprès d'eux au quotidien. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait 12 000 machines. J'ai envie de vous demander, est-ce que ça compte la taille dans les data centers? Oui, forcément. Aujourd'hui, on gère sur Chartres environ les trois quarts de la production bancaire du groupe. Et ça nous permet notamment, d'une part, de faire des économies d'échelle, mais aussi de rester un petit peu à la pointe. On a la taille critique pour mettre en œuvre les technos les plus performantes, faire de l'optimisation énergétique, faire de l'optimisation sur la sécurité. Sur l'ensemble des domaines du data center, le fait d'avoir un certain volume, une certaine surface, nous permet de faire ces économies d'échelle, d'accéder à ces nouvelles technologies. On parle souvent de l'impact des data centers sur l'environnement. On les qualifie parfois de gouffres énergétiques. Oui, En tout à fait, fait. c'est quoi la norme et comment on mesure cet impact? Les data centers ont un impact sur l'environnement qui est significatif, puisque souvent on les compare en termes de consommation d'énergie à la consommation de l'aviation civile. Donc c'est effectivement assez significatif. Aujourd'hui, la norme pour mesurer l'efficacité énergétique d'un data center, c'est le PUE. Donc PUE, c'est-à-dire Power Usage Effectiveness. C'est ni plus ni moins que le rendement énergétique du data center. C'est-à-dire que pour 1 kW de serveur à faire tourner, combien de kilowatts je dois acheter à l'EDF? On comprend bien que plus on se rapproche de 1, qui est le Saint Graal visé par tout le monde, on est parfait, et plus on s'en éloigne, moins on est efficace. Aujourd'hui, globalement, la moyenne, tout âge confondu, des data centers européens est plutôt aux environs de 2,5, ce qui est absolument catastrophique. On considère qu'un data center qui offre un niveau de redondance maximum, tel que Chartres, l'état de l'art dit qu'on devrait avoir un PUE aux environs de 2. En fait, Greenfield a été conçu avec des objectifs assez ambitieux, puisqu'on visait un rendement énergétique de 1,7. Et aujourd'hui, parce que dès le début du data center, on a commencé à optimiser, à rechercher, à évoluer, à chercher des nouvelles technos, etc. Aujourd'hui, on est à 1,4. Tout ça, c'est des grands chiffres, ça parle peut-être pas forcément. En pratique, ça veut dire qu'aujourd'hui, notre facture d'électricité, elle est de 3 millions d'euros. Si on était resté simplement sur le plan de marche, sans faire de conduite supplémentaire, on serait à 4,5 millions. Ça, c'est un peu plus tangible, puisqu'on arrive à le mesurer vraiment en millions d'euros. Et vous disiez que un PUE de 1 était le Saint Graal. Est-ce qu'il y a des entreprises qui y arrivent? Certaines entreprises qui ont des modèles très très spécifiques, de type Google, Netflix, etc. Donc, ce sont des entreprises qui ont des modèles quasiment mono-applications, ou qui ont très peu de familles d'applications, qui ont toutes des machines absolument identiques et qui ont des data centers sur le monde entier, ont développé des stratégies qui leur permettent d'avoir un PUE de bonne qualité. Mais ça a un certain coût, ça demande un certain effort. Par exemple, Google a ouvert il y a quelques années un data center à Bruxelles. Ils ont décidé de ne
pas mettre de clim dedans parce que globalement, ils estiment qu'à Bruxelles, il fait en général suffisamment froid, donc ils ont décidé de se refroidir avec l'air extérieur. Mais statistiquement, à Bruxelles, 10 jours par an, il fait trop chaud. Et dans ce cas, eux ne se posent pas de problème. Ils éteignent le data center de Bruxelles pendant les 10 jours où il fait trop chaud. Et leurs applications se débrouillent à tourner sur d'autres data centers ailleurs dans le monde. Donc c'est un modèle très très différent d'un métier tel que celui de la banque. Alors Jean, je vous pose la question cactus, celle qui pique, Greenfield, il porte bien son nom ou pas? Greenfield a été nativement conçu pour être éco-responsable et pour optimiser sa consommation d'énergie. Une des grandes particularités de Greenfield, c'est l'utilisation du free cooling. Ça part d'une idée très simple, c'est de se dire on vit dans des pays relativement froids, relativement frais on va dire. C'est dommage de faire tourner de la climatisation en plein hiver. Quand il fait froid, on va chercher ce refroidissement dehors plutôt que de le produire avec des climatiseurs. Pour ça, on a vraiment deux grandes familles de free cooling. La première qui est le free cooling direct, qui est celle qui paraît la plus intuitive au départ, qui consiste à peu près à ouvrir la fenêtre, c'est-à-dire qu'on va prendre l'air extérieur et on va le faire circuler dans la salle informatique au milieu des serveurs. Donc ça paraît très bien sur le papier. Dans la pratique, c'est pas si simple que ça parce qu'on se retrouve confronté à des problèmes de pollution environnementale, d'humidité quand il y a du brouillard, de poussière, de pollution au NOx, etc. Et finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Donc le choix qui a été fait par le groupe au moment de la conception du site, c'est plutôt de faire du free cooling indirect. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher tout l'air extérieur et de le faire circuler dans la salle, on va juste aller chercher le froid à l'extérieur pour refroidir l'air qui est déjà dans la salle. L'avantage, c'est que même quand on a du brouillard, même quand on a des moissons, puisqu'on vit en pleine Beauce, donc on a souvent on a une fois par an des moissons autour de nous avec beaucoup de poussière, ça n'a absolument aucun impact sur la qualité de l'air qui est dans les salles. Et donc ça nous permet d'utiliser le free cooling beaucoup plus souvent que si on était en free cooling direct. Ça, c'était au niveau de la conception, un de ceux qui nous permet vraiment de faire des économies. Après, dès le début du site, on a cherché les optimisations partout où on pouvait aller. Donc tous les ans, on fait une analyse un petit peu de notre consommation, on fait un camembert et on s'attaque à la plus grosse part du camembert et on se dit comment on peut optimiser cette part du camembert. Et alors après, il y a tout un tas de choses. Un petit exemple que j'aime bien citer parce qu'il est facilement appréhendable, les groupes électrogènes, pour être capables de fournir tout de suite l'énergie en cas de coupure EDF, doivent être préchauffés. Les normes constructeurs nous disent qu'un préchauffage de groupes électrogènes, ça s'opère entre 35 degrés et 65 degrés. On s'est aperçu que nos groupes électrogènes, par défaut, quand ils sont livrés par les constructeurs, sont plutôt à 65 degrés. Donc, on a vu avec le constructeur, pour faire changer toutes les sondes, et les calibrer toutes à 35 degrés. En réalité, maintenant, nos groupes sont préchauffés à 35 degrés au lieu de 60, donc ils continuent à assurer leur totale efficacité dans les normes, et ils consomment 3 fois moins que si on les avait laissés à 65 degrés. Et vous disiez aussi que du coup c'est devenu la norme pour l'ensemble des groupes électrogènes. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que maintenant les constructeurs effectivement en font un argument commercial de vente et donc proposent maintenant des groupes préchauffés à la température minimum recommandée. Un autre aspect qui est là plus au niveau groupe, c'est une stratégie d'électrie verte. Le groupe fait un achat global d'énergie décarbonée. Et donc nous, forcément, on en bénéficie, et donc ce qui nous permet d'alimenter nos serveurs avec de l'électricité décarbonée. Donc Greenfield a été précurseur. J'imagine que ça vous met la pression pour continuer à innover. C'est quoi pour vous aujourd'hui les axes de progrès? Alors effectivement, il faut constamment aller de l'avant, c'est la vocation des métiers de l'informatique et des métiers de la haute technologie en général. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on atteint les limites du modèle. On atteint les limites de capacité de refroidissement à l'air. Il faut bien comprendre que l'air, on s'en sert essentiellement comme d'un isolant. Ça paraît un petit peu paradoxal au départ de se dire qu'on va utiliser un isolant thermique pour refroidir des machines. On voit arriver sur le marché aujourd'hui et dans nos data centers des machines de plus en plus puissantes. Et on a effectivement de plus en plus de mal à les refroidir simplement avec de l'air ambiant et une climatisation. On expérimente depuis maintenant 2 ans une nouvelle technologie de refroidissement par immersion des serveurs dans des bains d'huile. Alors ça, c'est le projet des frites. C'est pas un peu contre-intuitif de plonger les serveurs dans du liquide et a fortiori de l'huile? Bien au contraire. Il faut savoir que l'huile conduit 1500 fois mieux la chaleur que l'air. Ce qui veut dire qu'on est capable, avec de l'huile, de refroidir des machines extrêmement puissantes qu'on ne saurait plus refroidir à l'air. On voit aujourd'hui typiquement arriver sur le marché des processeurs à 400 watts, des disques qui consomment beaucoup d'énergie, etc. qu'on ne saura plus dans 1 ou 2 générations refroidir à l'air. Donc on les immerge dans l'huile, ce qui nous permet d'avoir une très bonne évacuation de chaleur directement au niveau du composant, de travailler à des températures un peu supérieures, donc on gagne
je dirais vraiment à tous les étages, sur la qualité de refroidissement, sur la nécessité de moins abaisser la température. Et puis, on a un certain nombre de bonus avec ce genre de choses, c'est que du coup, nos serveurs sont protégés de l'oxydation, ils sont protégés des polluants chimiques qui deviennent un vrai problème, protégés de l'humidité, protégés des chocs thermiques, donc ils sont plus fiables. Les gens qui font du high frequency trading, par exemple, se sont rendus compte que les machines qu'ils overclock, qu'ils font tourner au maximum de leur capacité, avaient des durées de vie très très réduites. Et grâce à l'immersion dans l'huile, ces machines-là retrouvent des durées de vie à pleine performance, à pleine puissance, qui en deviennent des durées de vie normales de machines, c'est-à-dire de plusieurs années à puissance maximum. Et donc ça, c'est un véritable avantage concurrentiel pour ceux qui ont franchi ce pas. Ça fonctionne très bien et ça donne de très bons résultats. Nous, on s'aperçoit que même pendant les périodes de canicule, pu avoir l'été dernier, on a des PUE qui sont de l'ordre de 1,04, 1,03, enfin qui sont absolument exceptionnels, et avec une capacité d'évoluer vers les nouvelles générations de matériel qui promettent des perspectives assez intéressantes. On a une véritable rupture technologique devant nous. Vous nous disiez que c'était en phase d'expérimentation. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour déployer cette technologie? On est un petit peu sur un problème de poule et d'œuf, puisque on n'a pas déployé cette technologie dans nos data centers, donc finalement on n'a pas créé la demande, mais comme on n'a pas créé la demande, on n'a pas non plus vraiment implémenté la solution. Il manque juste la petite étincelle pour y aller, pour dire on y va, on déploie une travée dans le data center, donc on a préparé ce projet, et on se dit voilà, à partir de là, on sera capable d'accepter les gens qui auront envie de faire du high frequency trading, de faire du calcul, qui auront des besoins de big data, de cloud, enfin aujourd'hui on est juste au bord, quoi. Il y a juste, on a le premier pas à faire et après la route est tracée. Cette évolution est inscrite dans le projet d'entreprise Kagip. Nous avons validé le retour sur investissement. À présent, il nous faut valider les investissements. Donc on a vu tout ce que vous pouvez faire pour améliorer le PE et puis votre ambition d'arriver à le faire tendre vers 1. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'amélioration possibles? Oui, bien sûr. On a vu qu'au niveau data center, on arrive à agir sur ce qu'il y a après la virgule, mais on n'arrive pas à agir sur le 1 qui est avant la virgule. Et ce 1 qui est avant la virgule, ce sont les machines qui sont gérées par les différentes entités. Eux seuls savent comment sont utilisées leurs machines. Un chiffre couramment utilisé, c'est qu'on considère qu'environ 20% des matériels dans un data center sont finalement des matériels fantômes. Un matériel fantôme, qu'est-ce que c'est? C'est un matériel qui est alimenté, qui tourne, qui consomme de l'énergie, qui consomme du réseau, qui consomme tout un tas de ressources, mais qui finalement n'est plus utilisé. C'est une machine qu'on a oubliée, en quelque sorte. Ces machines-là, elles apparaissent en fin de projet. On a créé une nouvelle application, on a migré l'ancienne sur la nouvelle, et puis voilà, on s'est un peu arrêté là en oubliant que les anciennes machines qui étaient là doivent être finalement éteintes et sorties du data center. Malheureusement, nous au niveau data center, on n'a pas la vision sur quelles sont les machines qui sont utilisées, quelles sont celles qui ne sont pas vraiment utilisées pour l'activité bancaire, pour le métier. Seules les entités ont la vision sur l'utilisation de leurs machines. Pour des questions de sécurité évidentes, on n'a pas accès aux machines, à l'intérieur des machines. Seules les entités ont cette vision-là. C'est ce que vous appelez la séparation du physique et de la logique? C'est ça, tout à fait. On considère que nous, au niveau data center, on peut aller toucher les machines si on veut, mais on n'a pas accès à ce qui tourne dedans. Vraiment, au contenu de la machine, on ne peut pas se connecter aux machines. C'est strictement interdit. A l'inverse, les gens qui peuvent se connecter aux machines n'ont pas l'accès physique aux machines. Donc ça, c'est des bases de la sécurité bancaire et informatique en général. Un autre axe d'optimisation tourne autour de la virtualisation. On va avoir des machines virtuelles qui vont être un petit peu un package logiciel, un container logiciel qui va pouvoir se déplacer d'une machine physique à une autre machine physique. Dans un monde parfait, ce qui serait bien, c'est que le soir, au fur et à mesure que les agences bancaires ferment, ces machines physiques qui n'ont plus besoin d'énergie informatique se regroupent sur une machine quelque part et que le matin, quand les agences redémarrent, ces machines virtuelles qui ont besoin de plus de ressources aillent rallumer de nouvelles machines pour se réinstaller sur les nouvelles machines et reprendre un petit peu tout le territoire disponible, toute la consommation énergétique et informatique nécessaire. Par ces techniques-là, on pourrait avoir typiquement la nuit, le week-end, des baisses de consommation assez sensibles. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la consommation du data center, elle est totalement plate du début de l'année à la fin de l'année. Si vous n'avez pas la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de la machine, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accélérer ce changement? Essentiellement évangéliser. Donc chaque fois qu'on rencontre des administrateurs de machines, chaque fois qu'on rencontre des responsables informatiques, chaque fois qu'on traite de sujets lors des visites, on a beaucoup de visites, donc lors des visites, on évangélise et on explique que
effectivement, un projet ne doit se terminer que quand on a vraiment décommissionné les machines physiquement, que les technos de virtualisation qui sont maîtrisés depuis des années, qui permettent de déplacer les machines virtuelles de manière à économiser l'énergie pendant les périodes creuses, sont aussi des techniques qui existent depuis longtemps, qui nécessitent effectivement un petit effort pour mettre en place, doivent aussi être utilisées. Chacun faisant son petit geste, on améliorera un petit peu le sort de la planète. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est aussi dans un système où l'impact budgétaire de la consommation électrique d'une machine n'est pas reporté directement sur le consommatrice de cette énergie ou directement sur l'administrateur de la machine. Voilà, là aussi, on a peut-être un axe par lequel on pourrait être un peu plus incitatif. Les data centers sont aussi globalement de gros producteurs de chaleur et on entend souvent parler d'expérimentations assez intéressantes sur la récupération de cette chaleur pour un usage autre. Oui, tout à fait. Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, malheureusement, les data centers, dans leur très très grande majorité, rejettent la chaleur simplement dans la nature. Alors, il y a plusieurs expérimentations qui existent. Natexis, dans un de ses data centers de l'Est parisien, par exemple, apporte de la chaleur à la piscine municipale. Quelque chose d'assez intéressant, on va dire sur le plan sociétal. Sur le plan énergétique, il semblerait qu'après quelques années, ce soit pas aussi idéal qu'on ait pu l'imaginer. Actuellement, la mairie de Paris est sur un projet qui est très très intéressant. C'est dans le cadre de la réfection de leur piscine. Ils prévoient d'aménager un local dans lequel ils mettraient des bacs de refroidissement à l'huile de serveurs. Et cette chaleur, produite par les serveurs, viendrait en complément de la chaufferie pour chauffer la piscine. Donc là, eux partent sur l'approche un petit peu inverse, se dire, voilà, nous on est des piscines, et puis on va libérer un peu d'espace pour héberger de l'informatique, pour récupérer la chaleur. Je vous ai parlé tout à l'heure des systèmes de refroidissement à bain d'huile. Un autre avantage de ces systèmes-là, c'est que lieu de sortir de l'air tiède, qui est finalement ce qu'on a aujourd'hui, on ressort de l'air tiède ça se transporte pas, on ne sait pas bien quoi en faire. Avec les systèmes à bain d'huile, on récupère, on produit, je veux dire presque en déchets, on récupère de l'eau chaude à assez haute température, on récupère de l'eau à 40-50 degrés. Et ça se transporte très bien. De l'eau à 50 degrés, ça se remonte très facilement à 120 degrés pour intégrer un réseau de chauffage urbain. Donc là encore, avec ces technos, on peut aller un cran plus loin et vraiment partir dans la récupération de chaleur. Mon rêve ultime, ce serait qu'on réutilise cette chaleur pour reproduire de l'électricité qui réalimenterait le data center. On pourrait imaginer une sorte de boucle, de semi-autonomie, je dirais, où une partie de la chaleur dissipée réalimenterait le data center. Là, on pourrait vraiment avoir des choses intéressantes. Jean, on vous sent vraiment très impliqué sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous vous levez le matin et vous cherchez toutes ces innovations pour améliorer ou réduire l'impact environnemental du data center? Globalement, les data centers, au final, qu'est-ce que c'est? C'est le cloud. C'est toute la digitalisation, l'évolution de la digitalisation, tous ces besoins qui s'accroissent de manière exponentielle. Aujourd'hui, l'ensemble des data centers consomment autant que l'aviation civile. Demain, je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera le double, le triple. Il faut qu'on agisse, qu'on soit acteur, tant en termes de responsabilité sociétale qu'en termes d'amélioration du climat, de réduction du réchauffement climatique. Voilà, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. D'autant que, paradoxalement, les data centers sont malheureusement acteurs du réchauffement climatique, mais aussi victimes. On voit qu'avec le changement climatique, on a des événements météorologiques avec des tempêtes de plus en plus violentes, des pluies importantes, des élévations de température, des canicules comme on a connu cet été, etc. Et qui pourraient, à terme, mettre en danger, je dirais, le bon fonctionnement des data centers. Il est encore temps, il est toujours temps, on peut toujours agir, donc il faut y aller. Donc c'est d'autant plus important qu'avec l'arrivée de la 5G, on va avoir besoin de plus en plus de serveurs, de puissance informatique, de puissance digitale à l'échelle de la planète tout entière. Ce besoin, cette demande va continuer à vraiment exploser. Donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions, qu'on essaye d'évoluer plus vite que ce besoin de consommation qui arrive. Merci infiniment Jean pour nous avoir permis de voyager avec vous dans le monde des data centers green. Merci Marion. Ainsi se termine notre deuxième podcast des Insiders. Je vous donne rendez-vous très vite et d'ici là, portez-vous bien et que l'esprit de l'excellence opérationnelle soit avec vous.